Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par Suite de Soins Réseau sur le thème comment prendre en charge une plaie nécrotique et ou fibrineuse. Je me présente, Géraldine Suchet, infirmière DU Plaie et Cicatrisation, formatrice et animatrice au sein du réseau Suite de Soins, coordinateur de soins spécialisé en cicatrisation. Après 14 années de libéral, je me suis donc tournée vers la formation en cicatrisation. Je serai accompagnée de Rose Penin, infirmière DU Plaie et Cicatrisation, responsable nationale pôle cicatrisation Suite de Soins Réseau, qui répondra à vos questions que vous pouvez poser dans l'onglet Converser ou questions-réponses. Nous allons donc commencer et répondre à la question comment prendre en charge une plaie nécrotique et ou fibrineuse. Nous allons tout d'abord revoir quelques généralités concernant les plaies, pansements, prescriptions infirmières, les objectifs d'un pansement, etc., etc. Une plaie, c'est une interruption de la continuité des tissus avec ou sans perte de substance due à un agent mécanique ou à une cause pathologique. L'HAS, la Haute Autorité de Santé, a classé les plaies en deux catégories. Tout d'abord, les plaies aiguës, qui sont des plaies qui cicatrisent en moins de 4 semaines. Dans cette catégorie de plaies, on retrouve les plaies traumatiques, les plaies post-opératoires, les morsures, les gelures, les dermabrésions, les brûlures du premier degré. Et depuis 2011, la HAS a aussi classé les kystes sacro-coccygiens dans cette catégorie. Ce sont des plaies qui cicatrisent en moyenne en 2 mois, mais c'est une cicatrisation dite facile, entre guillemets. Donc, la HAS a classé les kystes sacro-coccygiens en plaies aiguës. La deuxième catégorie de plaies qu'on retrouve, ce sont les plaies chroniques. Et là, on a affaire à des plaies qui cicatrisent en plus de 4 à 6 semaines. Dans cette catégorie de plaies, on retrouve les escarres, les ulcères, les brûlures second et troisième degré, les plaies tumorales, les moignons d'amputation et les plaies du diabétique. Toute prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques doit être globale et pluridisciplinaire. La cicatrisation est un processus dynamique et complexe. C'est pourquoi un protocole de soins ne doit pas être figé, mais personnalisé et réajusté en fonction de l'évolution. Toujours pour la Haute Autorité de Santé, le traitement d'une plaie est avant tout celui de son étiologie. C'est pourquoi ici, je vous ai remis un tableau avec les 3 principales plaies chroniques, escarres, ulcères et malperforants plantaires, leur mécanisme de formation et le traitement primaire qui sera à mettre en place avant tout pansement. Donc, avant de se pencher sur la plaie et de choisir le pansement à mettre en place, on s'attardera donc sur l'étiologie de la plaie, mais aussi on corrigera les facteurs favorisants en faisant une anamnèse auprès du patient. On prendra en compte ses antécédents, son hygiène de vie, sa nutrition, d'où la collaboration avec une diététicienne et la prise en charge pluridisciplinaire, les traitements qu'il a en cours. Une fois qu'on a fait un état des lieux autour du patient, on examinera la plaie et là, on prendra en compte la localisation, la taille, l'aspect de la plaie, l'aspect des berges, de la peau périlésionnelle, si c'est une plaie avec des exudats, une odeur et si celle-ci entraîne de la douleur. Toute cette description de plaie, donc du coup, vous pouvez le retrouver sur YouTube, Suite de Soins. Vous retrouvez le webinaire que nous avons présenté le 16 juin. Donc, une fois qu'on a pris en compte l'étiologie des plaies, qu'on a fait le tour du patient, qu'on a décrit notre plaie, on va pouvoir choisir un pansement. Un pansement, c'est un ensemble de dispositifs médicaux utilisés pour couvrir, protéger et favoriser la guérison d'une plaie. Ces pansements, ces dispositifs médicaux n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché comme un médicament, mais doivent répondre à une conformité, une norme CE qu'ils doivent respecter. Et ils bénéficient d'un remboursement car ils sont inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables attribués par la Sécurité sociale. Un pansement doit avoir plusieurs objectifs, dont le premier qui doit respecter le milieu humide. Tout ça nous vient de 1962 grâce au professeur Winter, un médecin anglais pionnier dans la cicatrisation, qui a mis en évidence, suite à des travaux sur les cochons, le fait que les cellules responsables de la cicatrisation,
Les fibroblastes qu'on retrouve dans le derme et les kératinocytes qu'on retrouve dans l'épiderme sont stimulés lorsque la plaie est maintenue dans un milieu chaud et humide. Un an plus tard, en 1963, c'est les professeurs Imman et Mebach qui, eux, confirmeront les dires du professeur Winter, tout en préconisant que l'humidité sur une plaie ne doit cependant pas être excessive pour favoriser le processus de cicatrisation. Le deuxième objectif d'un pansement sera donc de gérer les exudats pour avoir un taux d'humidité suffisant, mais pas trop. Le pansement devra être aussi perméable aux échanges gazeux, imperméable aux liquides et aux germes, être confortable, atraumatique, stérile, et il devra s'adapter à l'évolution de la plaie. Attention toutefois à ne pas procéder à un changement trop souvent de votre pansement, car il pourrait entraîner un retard de cicatrisation. Deux règles donc pour la mise en place d'un pansement: le contrôle de l'humidité. Ce maintien d'un milieu humide permet la prévention d'une croûte. Il faut savoir qu'une cellule sèche est une cellule morte, donc il ne peut pas avoir de cicatrisation. Le maintien du milieu humide améliore la détertion autolytique, augmente la réparation dermique, diminue le risque infectieux, améliore l'aspect de la cicatrice. La deuxième règle à respecter, c'est respecter l'écosystème. Toute plaie est colonisée. On retrouve des bactéries gram négatives ou anaérobies en phase de détertion et des coccigram positifs en phase de bourgeonnement et d'épidermisation. Un prélèvement mettra en évidence une flore résidente et commensale. Si on veut réellement chercher un germe, il faudra mieux avoir recours à une biopsie. Il n'est donc pas recommandé d'utiliser des antiseptiques pour les plaies. Ils sont responsables d'une destruction des fibroblastes et des kératinocytes. Les germes naturellement présents assurent une détertion et protègent la plaie des autres germes qui pourraient venir infecter la plaie. La désinfection de cette plaie détruirait les germes utiles et favoriserait l'installation des germes dangereux. De plus, sur la peau périlésionnelle, les antiseptiques peuvent entraîner des irritations, voire des allergies. Et comme le disait un autre professeur pionnier dans la cicatrisation, le professeur Raymond Villain, pèse sur la plaie aux germes de bonne volonté. Le premier soin d'une plaie sera donc de la laver, simplement à l'eau et au savon liquide. Au mieux, douchez toutes les plaies si vous le pouvez. Cela permettra une première détertion, une diminution de la charge bactérienne et la stimulation de la microcirculation. On effectuera un rinçage au sérum physiologique. On procédera à un séchage doux en tamponnant la plaie, avec des compresses non tissées, sinon il y a un risque d'arrachage des tissus sains. On utilisera les compresses tissées pour effectuer une détertion de la fibrine si nécessaire. Nous allons entrer dans le vif du sujet d'une prise en charge d'une plaie nécrotique et ou fibrineuse sur laquelle il vous faudra effectuer une détertion mécanique à l'aide d'une curette. Attention toutefois, cette détertion mécanique est à faire sur avis médical selon le type des plaies. L'objectif de la détertion mécanique est d'éliminer les débris, les tissus morts, le sang coagulé, la fibrine qui encombre le fond de la plaie et qui empêche la cicatrisation. Soyez prudents d'un point de vue légal, la détertion mécanique est un geste médical. Elle ne figure dans aucun texte relatif aux soins infirmiers, ni dans le rôle propre, ni dans le rôle prescrit. Par contre, on en est tous bien conscients, que ce soit à l'hôpital ou en ville, ce sont bien les infirmiers qui effectuent ce geste. Aucun cours ne nous l'apprend, mais on l'apprend sur le terrain. Donc, aucun test légal ne nous autorise à le faire. Par contre, on peut s'appuyer sur plusieurs petites choses pour légitimer le geste, comme tout d'abord si vous avez un écrit du médecin qui vous autorise à le faire, ça serait parfait.
Le fait qu'une curette soit intégrée dans les sets de détertion vendus, ces sets de détertion sont validés par la Haute Autorité de Santé et c'est donc les infirmiers qui l'utilisent. On peut mettre en avant 2 textes de loi, le Code de la santé publique, le décret 2002-194, qui dit que les infirmiers sont tenus de prodiguer des soins en fonction de leurs connaissances et de l'évolution des sciences et techniques. On peut mettre aussi en avant le Code civil, l'article 16-3, qui stipule qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement d'intéressé doit être recueilli préalablement. On peut mettre en avant aussi les décrets des actes et exercices d'infirmiers de 2004. Dans l'article 5, on retrouve la prévention et les soins d'escarre, la détertion peut en faire partie, la réalisation de pansements et les soins d'ulcères. Dans l'article 6, on retrouve la réalisation et la surveillance de pansements spécifiques. Par ailleurs, en 2001, la Haute Autorité de Santé, sur un décret sur le traitement de l'escarre, a noté que la détertion mécanique de la nécrose était indispensable. Donc, une fois que vous avez bien ça en tête, comme quoi c'est un geste médical, mais que nous pratiquons tous les jours sur le terrain, pensez toutefois que cette détertion doit être délicate. Il ne faut pas faire saigner, notamment chez les patients qui sont sous anticoagulants ou pour les plaies tumorales qui sont des plaies hypervascularisées. Si vous faites saigner, vous risquez d'endommager les tissus sains. Il faudra prendre en compte la douleur que la détertion mécanique peut entraîner. Et depuis le 1er juillet 2020, une nouvelle cotation a été mise en place pour les infirmiers libéraux pour l'application d'un anesthésiant local avant la détertion, un AMI 1,1 à laquelle vous pouvez ajouter l'AMAU et l'indemnité forfaitaire de déplacement qui vous permet d'appliquer votre anesthésiant, de repartir et de revenir une demi-heure plus tard pour faire votre pansement. Malheureusement, c'est seulement pour 8 séances par épisode d'ulcère ou d'escarre. Il faudra vous mettre en relation avec le médecin, plus ou moins pour la mise en place d'antalgiques Péros. La détertion mécanique, c'est aussi une histoire de mesure bénéfice-risque. Quel est l'intérêt d'une détertion mécanique pour des patients palliatifs, pour des soins de confort? C'est quelque chose qu'il faudra discuter. Sur le site de l'Amélie, on retrouve des contre-indications à la détertion mécanique qui sont les ulcères non revascularisés, les ulcères artériels, les plaies du talon non revascularisées et la présence de tissus à risque ou structures nobles à proximité de votre plaie, comme des os, tendons ou prothèses. Pourquoi on ne fait pas de détertion mécanique dans les ulcères artériels? Il y a un risque infectieux du fait des tissus morts. Nous n'avons pas d'apport d'oxygène, donc pas de régénération cellulaire possible et égale un risque d'aggravation si une détertion est faite. Voilà au niveau de la détertion mécanique. Soyez prudent par rapport à celle-ci et si vous ne maîtrisez pas le geste, il vaut mieux passer la main à une consoeur. L'ablation de l'hyperkératose périphérique sera importante à faire. Après avoir ramolli votre hyperkératose avec une pommade grasse, il faudra l'enlever puisque la cicatrisation part des berges pour aller vers le centre de la plaie. On hydratera la peau périlésionnelle si nécessaire. Et enfin, nous allons aborder les pansements nous permettant de faire une détertion chimique de la nécrose et ou de la fibrine. Ces pansements agissent indirectement en créant un milieu humide au niveau de la plaie qui sera favorable à la détertion autolytique naturelle par les macrophages et les polynucléaires neutrophiles. Cette détertion chimique est moins traumatisante que la détertion mécanique, mais plus lente. Une association des deux serait l'idéal pour une cicatrisation optimale. La nécrose et la fibrine sèche. Comment reconnaît-on une nécrose ou une fibrine sèche? Ce sont des plaies avec un aspect noirâtre ou jaunâtre. Que faut-il faire? Il faut ramollir cette nécrose et cette fibrine sèche dans un but de la déterger et ce sera donc un pansement à effectuer tous les jours.
Ici, donc, deux photos, une avec une nécrose et là, une avec une nécrose qui est en train de partir et une fibrine sèche. Donc, la nécrose, c'est une ischémie tissulaire, c'est un arrêt de la vascularisation à un endroit donné. Et une fois nécrosées, les cellules déversent leur contenu dans les tissus adjacents, ce qui est à l'origine de la coloration violacée ou brune que prend la peau périlésionnelle. Ça provoque aussi une réaction inflammatoire qui est déclenchée par le système immunitaire face à cette diffusion des cellules, du contenu des cellules dans la peau périlésionnelle. La fibrine, quant à elle, c'est une protéine du plasma sanguin qui contribue à la formation du caillot lors de la coagulation. C'est donc un phénomène normal de la cicatrisation, mais si elle est présente en excès, elle empêche le processus de la cicatrisation en empêchant les fibroblastes de s'implanter sur le lit de la plaie. Il faut donc l'enlever pour arriver à un bourgeonnement. Quels sont les produits qui vont nous permettre de faire une détertion chimique sur cette nécrose et cette fibrine sèche? Tout d'abord, nous avons les hydrogels. Les hydrogels, ce sont des mélanges complexes de polymères entrecroisés comprenant plus de 70% d'eau. En plus de l'eau, les hydrogels peuvent être composés de carboxylméthylcellulose, d'alginate de calcium. Ils peuvent aussi contenir de la pectine ou du propylène glycol. Le sorbac gel, lui, est une trame imprégnée de diacylcarbamol. Il ne contient ni CMC ni produits chimiques. Ils ont comme action de créer un milieu humide. Ils hydratent et ramollissent les plaques de nécrose et de fibrine sèche. Ils favorisent le processus de détertion naturelle. Ils sont contre-indiqués dans les plaies profondes type fistule et dans les plaies fortement exudatives, ainsi que dans les plaies infectées. Voici leur mécanisme d'action. Donc, vous apposez votre hydrogel sur votre plaie. Celui-ci pénètre dans la nécrose et la ramollit au fur et à mesure des jours. Ce mécanisme d'action sera fait seulement si dessus votre hydrogel, vous appliquez un film de polyuréthane ou des compresses humides si la peau périlésionnelle est fragile. Si par-dessus vous mettez un pansement absorbant, votre hydrogel n'ira pas sur la nécrose, mais partira dans le pansement absorbant. Il existe plusieurs hydrogels sur le marché sous forme de poires, de tubes, de trames, de seringues. Et si vous n'avez pas de résultat au bout d'une dizaine de jours d'application de cet hydrogel, il est conseillé de changer de produit et vous pourrez alors passer sur un irigo absorbant. Les irigos absorbants, ce sont des polyacrylates de sodium superabsorbants imprégnés de solution de Ringer. Ils ont comme action d'irriguer la plaie et d'absorber les exudats, ce qui facilite la détertion en provoquant le décollement de la nécrose par le fond de la plaie, et ce qui du coup nettoie le lit de la plaie. Ils seront contre-indiqués dans les plaies très exudatives macérées. Voilà le mécanisme d'action d'un irigo absorbant. La solution de Ringer hydrate la plaie et le polyacrylate absorbe les exudats. Et donc, vous avez un décollement de la nécrose par le fond de la plaie. Les irigos absorbants, c'est l'hydrocline. Vous avez donc l'hydrocline Cavity qui, depuis juillet 2020, est devenu Hydrocline Advanced Cavity. C'est un pansement plus fin et moins humide que l'hydrocline Cavity avec une nouvelle taille depuis juillet. Ces hydrocline Advanced Cavity sont aussi à recouvrir de compresses humides ou d'un film polyuréthane pour les mêmes raisons que l'hydrogel. Alors que les hydroclines Advanced simples peuvent avoir un pansement secondaire, compresse, bande ou jersey tubulaire. Ces irigos absorbants sont associés avec de la vaseline sur les berges de votre plaie car ils peuvent provoquer une surhydratation des berges et à ce moment-là, votre peau des berges est devenue blanchâtre. Donc, il faut faire une barrière hydrique avec de la vaseline.
Après la nécrose et la fibrine sèche, nous allons évoquer la fibrine humide. Comment reconnaît-on la fibrine humide? C'est un aspect jaunâtre qui peut être filamenteux, gélatineux et avec des exudats. Que faut-il faire? Il faut équilibrer l'humidité de manière à éviter la macération tout en réalisant la détertion. Et ce sera aussi des pansements à effectuer tous les jours. Voici deux exemples de plaies avec fibrine humide. Plusieurs produits peuvent répondre à la détertion de cette fibrine humide. Tout d'abord, les alginates. Les alginates sont des fibres de polysaccharides extraites d'algues brunes. Le composé est un alginate de calcium qui permet l'hémostase aussi, associé à de la carboxylméthylcellulose ou du sodium selon les laboratoires. Ils ont donc pour action de drainer les exudats, les bactéries et les débris tissulaires. Ils ont un rôle hémostatique et donc détertion chimique de la fibrine. Ils seront contre-indiqués dans les plaies nécrotiques, sauf on les utilisera pour des momifications, et ils sont contre-indiqués bien sûr dans les plaies très sèches. Voici différents produits alginates de différents laboratoires. Parmi ces alginates, un seul laboratoire et un seul alginate, Algostéryl de chez Brottier, recommande d'humidifier son alginate avec du chlorure de sodium pour permettre l'échange d'ions calcium de l'alginate avec les ions sodium du sérum physiologique et ainsi entraîner la gélification des fibres d'alginate et pouvoir faire le drainage. L'algostéryl a aussi un rôle anti-infectieux si vous changez votre pansement 2 fois par jour. Pour ces alginates, il est aussi recommandé de les humidifier lors du retrait pour permettre un retrait moins traumatique. Le pansement secondaire de ces alginates, vous pouvez mettre un hydrocellulaire en place dans le cadre d'une plaie cavitaire avec méchage. Pour rappel, la Haute Autorité de Santé n'autorise pas la mise en place de 2 pansements primaires sur une même plaie. Le deuxième produit que vous pouvez mettre en place pour la fibrine humide, ce sont les hydrodétersifs. Ce sont des fibres de polyacrylate enduites d'une matrice lipoleucoïde. Ils ont comme action, eux, d'absorber et de gélifier les exudats, les bactéries et les débris tissulaires, et de provoquer donc la détertion chimique de la fibrine. C'est l'urgocline, qui est donc un hydrodétersif. Il est présent par mèche et par compresse, et la fermeture par pansement secondaire sera la même que pour un alginate. Il est indiqué dans les plaies fibrineuses et exudatives, et celui-ci, pour le coup, s'il est saturé, on le changera tous les jours. Par contre, il peut rester en place 48 à 72 heures. Tous ces dispositifs médicaux qui prennent en charge la nécrose et la fibrine sont des dispositifs médicaux donc inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables par la Sécurité sociale et peuvent être prescrits par un infirmier, selon la loi de financement de la Sécurité sociale de 2007. Depuis 2007, les infirmiers sont donc autorisés à prescrire certains dispositifs médicaux dont la liste a été fixée en premier lieu en 2007, puis a été abrogée et remplacée par un texte du 20 mars 2012. Sur votre ordonnance, il faut qu'on retrouve votre identification complète, nom, prénom, adresse professionnelle et numéro ADELI, puis le nom et le prénom du patient, la dénomination du dispositif médical, sa quantité, votre signature, et cette ordonnance sera valable 12 mois maximum si vous apposez OAR, ordonnance à renouveler. Il y a 2 cas de prescription. Dans un premier cas de prescription, vous pouvez prescrire les pansements adhésifs, les compresses, sparadrap, filets tubulaires, bandes de coton, tous les dispositifs qui sont dans la liste. Il faut pour ça remplir 3 conditions. Il faut tout d'abord que vous agissiez pendant la durée d'une prescription médicale d'une série d'actes infirmiers,
que vous agissez dans le cadre de votre compétence et qu'il ne faut pas qu'il y ait d'indication contraire du médecin. Il y existe un deuxième cas de prescription dans lequel il faut déjà respecter les 3 conditions que nous venons d'énumérer. Et en plus, avant, il faut en avertir le médecin. Il faut que le médecin traitant soit informé avant que vous puissiez prescrire tous les pansements que nous avons vus plus haut, sauf les pansements à l'argent que nous évoquerons dans un prochain webinaire. Vous pouvez aussi prescrire les matelas anti-escarres en mousse, les bas ou chaussettes de contention si c'est un renouvellement à l'identique. Toute cette liste, vous pouvez la retrouver sur amélie.fr. Nous voilà arrivés à la fin de ce webinaire sur comment prendre en charge une plaie nécrotique et ou fibrineuse. Rose a répondu à pas mal de questions écrites tout le long. Il nous reste 3 minutes. Si vous avez des questions auxquelles nous pouvons répondre oralement. Donc, nous avons une question de Fabienne qui nous demande « Qu'en est-il de l'hyperkératose? S'agit-il d'un acte médical également ?» Pour l'hyperkératose, qui concerne souvent les patients diabétiques, l'ablation de l'hyperkératose doit être réalisée par un pédicure podologue, sachant que les diabétiques ont droit à 4 à 6 séances par an de pédicure. Malheureusement, au-delà des 6 séances, il n'y a plus de remboursement possible et peu de podologues se déplacent à domicile et du coup, cet acte revient souvent à l'infirmier libéral. Pour l'hydrogel, donc une question qui nous est posée par Fanny. Est-il nécessaire de scarifier la nécrose avant ? Alors, la scarification, c'est comme la détertion. Elle n'existe dans aucun texte réglementaire par rapport à l'infirmier. C'est très controversé. Il y a un risque infectieux. Il y a un risque de lésion des tissus nobles. Et du coup, il vaut mieux éviter de la faire. On a une question également de Valérie qui nous demande si l'ordonnance de pansement peut être valable plus de 3 mois. L'ordonnance d'un médecin pour la réfection de pansement est valable 1 mois pour les plaies post-opératoires et 3 mois pour les plaies chroniques. Tous les 3 mois, vous devez refaire faire une ordonnance pour pouvoir pratiquer le pansement chez votre patient. Une question de Stéphanie. Peut-on prescrire le sérum physiologique et les antiseptiques depuis juillet 2019 ? Oui, l'infirmier peut prescrire le sérum physiologique et les antiseptiques, sachant que ce ne sera pas remboursé et qu'une plaie étant lavée à l'eau et au savon, vous n'avez pas besoin de prescrire d'antiseptiques. Et une dernière question qui concerne le fait de pouvoir revoir les diapos. Les diapos, pas forcément, mais ce webinaire sera accessible sur YouTube à suite de soins. Donc, vous pourrez retrouver tout ce webinaire en entier. Nous en avons donc fini avec les questions et avec ce webinaire du jour. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 15 octobre à 11h pour le prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.